Aménager 25 000 hectares de périmètre irrigué, 5 000 hectares avec maîtrise totale d'eau, accélérer la mécanisation agricole, renforcer la sécurité alimentaire. Voici, entre autres, les promesses du candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2015. Plus de 2 ans après, que deviennent ces engagements? Réponse avec le ministre Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et des Aménagements agricoles. Il est l'invité de Dialogue citoyen ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous donc, bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission, l'émission de redevabilité sur les antennes de la télévision de Burkina, une émission de la RTV organisée par, en partenariat avec la CODEL, Diaconia et WaterAid. Ce soir, 3 centres d'intérêt, monsieur le ministre, la sécurité alimentaire, les aménagements agricoles et aussi le défi de la mécanisation agricole. Mais avant tout, précisons que cette émission n'est ni une interview ni un entretien. Elle s'appelle Dialogue citoyen. Ce sera un dialogue entre vous, monsieur le ministre, et les citoyens. Il revient aux citoyens de vous poser des questions. Et pour le faire, c'est tout simple, vous pouvez appeler au 25 40 79 03 ou poster vos questions sur la plateforme www.presimet.bf. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On a suivi la campagne écoulée. À la fin, on a eu des chiffres, notamment des chiffres du Conseil des ministres du 22 novembre 2017 qui annonce un déficit dans 17 provinces avec 3 millions de personnes en urgence, en situation d'urgence alimentaire. Vous êtes sorti le 27 novembre. Vous avez donné les mêmes chiffres, 17 provinces touchées, déficitaires, 6 équilibrées. Mais sauf que là, vous communiquez autour de 620 394 personnes en situation d'urgence alimentaire. Quel chiffre doit-on retenir? Merci. Avant tout propos, permettez-moi de dire merci à Dialogue citoyen qui a bien voulu m'inviter à partager ce que le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques fait dans le cadre de ces missions. Je voudrais aussi souhaiter à tous ceux qui ont été touchés par l'attaque du vendredi 2 mars qui sont endeuillés, une consolation divine. Je souhaiterais aussi aux malades un prompt rétablissement. Ceci étant dit, je voudrais, avant de rentrer dans les débats, dire qu'au niveau du PNDS, l'ambition, c'est de transformer structurellement l'économie burkinabé. Et dans cette ambition, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions aller rapidement à l'amélioration de la productivité agricole et aussi faire une certaine résilience face aux crises qui peuvent survenir dans l'action gouvernementale. Et pour cela, nous avons une vision, la vision du ministère de l'Agriculture, c'est de faire justement du secteur agricole un secteur pour un développement durable, faisant en sorte que l'agriculture soit le premier secteur qui contribue au développement économique et social, mais aussi une agriculture moderne, une agriculture compétitive, une agriculture qui puisse générer des revenus pour les jeunes, pour les femmes, mais aussi une agriculture qui puisse jouer pleinement son rôle dans la sécurisation alimentaire et nutritionnelle de tout le Burkinabé. Et depuis 2 ans, vous êtes là-dessus, revenons sur nos chiffres. Nous revenons sur le chemin, c'est justement pour camper le décor. Alors, sur le chemin, nous avons donné les chiffres que vous avez, les statistiques que vous avez déjà lues. Il y a eu un déficit de 72 000 tonnes de production céréalière. Ce déficit, nous l'avons constaté, nous l'avons publié, et nous avons mis en place un plan de riposte. Et ce plan a fait ressortir
différents D'abord, éléments. Monsieur le ministre, quel chiffre doit-on retenir entre 620 000 C'est justement pour dire, il y a l'urgence et il y a en tout, comme vous l'avez dit, près de 3 millions de personnes qui sont vulnérables dans cette situation. Okay. Mais il y a l'urgence. C'est justement pour ça qu'on a fait ressortir les 3 millions de personnes et aussi, vous savez bien que tout de suite, il faut agir et c'est pour ces personnes, les 620 000 personnes que vous avez retenues dans votre document. Mais il faut se dire que l'action gouvernementale ne se limite pas à ces 620 000 seulement. Il faut voir en période de soudure, plus on avance dans le temps, plus le nombre de populations qui seront vulnérables augmente. C'est un peu pour ça que les dispositions sont prises tout de suite en urgence et des dispositions qui viendront par la suite dans la période de soudure et pour lesquelles il faut prendre des dispositions dès maintenant. Donc il y a 3 millions de personnes en situation de vulnérabilité. C'est ça. C'est ce qu'on doit retenir. Alors, vous avez, on vous a suivi pendant la campagne. Vous êtes passé un peu partout à travers le pays et chaque fois que vous sortez, vous dites la situation est prometteuse. Et j'ai retenu une de vos phrases où vous dites la campagne agricole du Burkina n'est pas catastrophique. C'est juste. À l'heure actuelle, est-ce que vous... Non, elle n'est pas catastrophique. Non, il faudra qu'on fasse une nuance. La situation de la campagne agricole a été déficitaire. Tout le monde l'a constaté. Il y a eu des causes que vous connaissez certainement. L'attaque des chenilles. Les chenilles légionnaires qui ont fait leur œuvre. Il y a eu l'arrêt brutal de la pluie dans certaines zones. Il y a eu des poches de sécheresse. Bien entendu que ça va jouer sur la production globale dans notre pays. Et cette situation, au moment où on suivait la campagne, vous avez vu que depuis le mois de juillet jusqu'à septembre, nous avons suivi la campagne. Nous avons été dans diverses régions. Et au moment où j'ai déclaré qu'il n'y a pas la catastrophe, il n'y avait pas de catastrophe. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse une nuance. Les gens ont voulu tout de suite que le gouvernement dise il y a une famine au Burkina Faso. Il y a une crise aiguë. La famine, c'est une crise aiguë au Burkina Faso. C'est cela, on a dit non. Il y a un déficit. Si on compare à l'année passée, c'est 0,32% de déficit par rapport à la campagne précédente. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut être prudent. Nous avons un déficit qu'il faut combler obligatoirement, sinon il y a les populations n'auront pas suffisamment pour combler leurs besoins alimentaires. Ça, c'est normal. Et c'est pour ça que nous avons dit il n'y a pas la catastrophe. Et je maintiens toujours qu'il n'y a pas de catastrophe, mais il y a une situation de crise. Il faut faire la nuance. L'accès, la facilitation de l'accès aux intrants, c'est un engagement du président du Faso, je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction. Sauf que depuis pratiquement 2 mois, il y a une crise au niveau des intrants qui ont été livrés aux producteurs, notamment les producteurs de coton au Burkina, dans les hauts bassins à Oundé, dans le Tuy. Il y a une grogne d'ailleurs des cotonculteurs qui menacent de ne pas planter la saison prochaine si rien n'est fait pour les soutenir. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec des intrants livrés, homologués par le ministère de l'Agriculture de mauvaise qualité sur le terrain? Oui, il faudra prendre ces informations avec comment dirais-je, la situation des cotonculteurs est différente de tous les producteurs du Burkina. Les cotonculteurs sont organisés en Union nationale de producteurs de coton. Les cotonculteurs travaillent avec des sociétés cotonnières, des sociétés industrielles telles que la Sofitex, Faso Coton et Socoma. Les importations d'engrais sont faites par ces sociétés cotonnières qui les distribuent aux producteurs. Et souvent, ces intrants, ils les prennent à crédit et qu'après la campagne, ils remboursent un peu leur crédit. Et ces sociétés cotonnières ont des laboratoires qui analysent leurs produits. Et à partir de l'analyse des produits de ces sociétés cotonnières, de leurs laboratoires, il semblerait que le produit qui a été livré
est de bonne qualité. Alors, ce problème, on a entendu à gauche, à droite ce qui se dit, et le ministère de l'Agriculture s'est dit, mais ça nous concerne tous, ce problème de coton, parce que c'est le premier produit d'exportation en matière agricole de Burkina Faso. On ne peut pas quand même rester sans quand même comprendre le dossier. Alors, qu'est-ce que vous aviez d'ailleurs sur nos antennes annoncé une contre-expertise pour voir est-ce que... oui, justement, c'est pour ça, sur vos antennes, j'ai eu à le dire lors d'une émission du journal télé, et que nous avons un laboratoire pour le ministère de l'Agriculture qui est situé au niveau de Bunasol. Et Bunasol a effectivement pris des échantillons de ces engrais-là qu'il a analysés. Maintenant, les conclusions de Bunasol, c'est que la formulation des engrais qui ont été utilisés par les cotonculteurs ont de bonnes formules. Ce n'est pas des engrais avariés, ce n'est pas des engrais choses. Mais seulement tout simplement de mauvaise qualité. Pas de mauvaise qualité, sont de bonne qualité. Voilà la nuance où on peut arriver. Au niveau des cotonculteurs, le Bunasol a dit, selon sa conclusion, que ce n'est pas la formule qui est mauvaise, ça peut être le sol qui ne répond plus à l'engrais. Là, c'est très technique, je vous le dis tout de suite, parce que Bunasol a proposé aux cotonculteurs de faire une cartographie des sols pour voir quels sont les nutriments qui sont dans le sol. Parce que vous apportez à la plante quelque chose dont il a besoin et dont elle a besoin. Si la plante n'a les éléments qui sont dans l'engrais ne répondent plus au sol et aux besoins de la plante, ça ne nourrit plus la plante. Voilà un peu les conclusions auxquelles on peut parvenir. Mais on ne dédouane pas les cotonculteurs, on ne dédouane pas les sociétés cotonnières, mais on se dit que ça peut être probablement que l'engrais qui est la utilisé... faute peut-être au sol ou aux cotonculteurs qui n'ont peut-être pas maîtrisé l'administration. Pas aux cotonculteurs parce qu'ils prennent leur engrais avec des professionnels. Et c'est un peu ça. C'est un peu... sinon, l'engrais formulé tel que les éléments qui y sont, le N, le P, le K, ou l'urée qui est là, c'est de bonne qualité, mais ça peut ne plus convenir au sol. Parce que les cotonculteurs les utilisent depuis des années et des années sur les mêmes sols. Et ça peut être un problème qu'il faut résoudre autrement. À un moment donné, il faut changer. Alors, ça peut être ça. Ce sera la dernière question avant de passer au débat avec les invités ici. Le président du FASO a promis des aménagements des surfaces irriguées. Il a promis de passer à 25% de périmètre irrigué en 2020. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le PN2S. Et puis, le taux de couverture céréalière qui doit passer de 96% à 140% en 2020. On est presque au mi-mandat. À l'heure actuelle, quelle est la situation? Oui, la situation est bonne. En matière d'irrigation, 25 000 hectares avaient été prévus pour les 5 ans du président. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 hectares en 2 ans. Nous n'avons pas encore les chiffres de 2018, 2016, 2017. Où et où? Comment? Aménager où et où? Oui, à travers le pays, puisqu'en fait, les aménagements, nous avons une cartographie pour essayer d'aménager au maximum à travers le pays. Alors, il y a 10 000 hectares qui sont déjà aménagés, dont autour de 40% en 2 ans. Je pense que la courbe doit aller ascendante plutôt que descendante. Et donc, nous n'avons pas d'inquiétude à pouvoir tenir sur les engagements du président. Et nous avons aussi fait de réhabilitation des périmètres irrigués autour de 3400 hectares. Donc, en fait, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser les promesses du président. Alors, Monsieur le ministre, on va engager le débat. Nous allons inviter Monsieur Marc Gansoré, qui est de la Confédération paysanne du FASO, qui est sur ce plateau, qui doit échanger avec vous, à rejoindre cette table.
Il doit donc parler de la question de la sécurité alimentaire et notamment la mitigation du stress alimentaire chronique. Bonsoir, Monsieur Gansonwe. Bonsoir, monsieur. Vous avez la parole. Merci. D'abord, avant d'intervenir, nous les agriculteurs, nous profitons de l'opportunité pour féliciter la RTB pour l'organisation de l'émission Dialogue citoyen qui concourt à une bonne gouvernance de ce pays. Et la gouvernance est source de paix. Et nous profitons également saluer le gouvernement et particulièrement le ministère de l'Agriculture pour les efforts consentis pour accompagner le monde agricole. D'accord. Après le salam alek, place au débat. Quand on parle de sécurité alimentaire, il y a un certain nombre quand même de facteurs qu'il faut réunir. Monsieur le ministre vient tantôt de nous donner un certain nombre de chiffres. Mais nous aimerions savoir, monsieur le ministre, parce que c'est quand même un engagement de monsieur le président Marc-Christian Kaboré à la campagne présidentielle couplée en 2015 qui promettait baisser les prix des intrants agricoles dès qu'il sera au pouvoir. Au moment où vous faisiez cette promesse électorale, je précise que vous avez 10 minutes. Oui, nous avons 10 minutes. Oui. L'engrais était subventionné à hauteur de 35% pour les agriculteurs. Aujourd'hui, quel est l'état de la mise en œuvre de cet engagement, puisque nous avons toujours cet engrais subventionné, même si elle n'est pas suffisante, toujours à ce prix, elle n'a pas diminué, elle n'a pas baissé. Quel est l'état de la mise en œuvre de cette situation? Parce que c'est un facteur déterminant pour quand même accompagner les agriculteurs à travailler pour une sécurité alimentaire dans ce pays. Merci, Monsieur Gansonwe. Le président a fait une promesse qui va aller dans le sens de faire disponibiliser des intrants pour le pays, pour les producteurs, mais aussi de subventionner les prix aux producteurs. Effectivement, vous constatez vous-même qu'aujourd'hui, tous les intrants qui sont distribués, aussi bien que ce soit les semences améliorées de toutes les productions végétales, que les engrais et le NPK, l'urée, le DAP sont subventionnés à hauteur de 50%. Si on prend un sac d'engrais qui doit coûter 24 000 francs, il est vendu à 12 000 francs le sac. Donc cette promesse est tenue déjà. Et je pense que nous faisons le maximum pour aller au-delà. Oui, mais vous savez, c'est vrai, 12 000 francs, c'est une subvention. Et encore 50%, c'est entre guillemets. Si nous on fait les calculs par rapport à ce qu'on a, on ne sait pas. Mais comprenez bien que c'est une situation qui perdure. Et les intrants aujourd'hui doivent être de qualité et accessibles quand vous connaissez la capacité de ceux-là que vous avez à accompagner. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en œuvre pour accompagner l'accessibilité de l'engrais, mais toujours au prix. La CAIMA que nous avons demandé, qui a été mise en œuvre en phase pilote, a des engrais, et quelle formule encore? Des 14, 18, 18, 6S, et alors que aujourd'hui nous n'avons pas la situation même réelle, n'est-ce pas, de la pédologie de nos sols. Alors, ça répond à quoi aujourd'hui? Et l'engrais dans les caïmans, il est à 17 000 francs, monsieur le ministre. Oui, monsieur Gansonwe, allons doucement parce que la caïma n'existe pas encore. Mais elle est en phase aujourd'hui. Oui, on est en train de la préparer. On est en train de préparer la caïma qui n'est pas encore mise en place. Il faut se dire que la pédologie des sols, comme j'ai parlé tantôt de Bunasol, aujourd'hui nous sommes en train de faire une cartographie de tous nos sols pour pouvoir intervenir suffisamment dans la production agricole. Comme je l'ai dit tantôt, les sols jouent pour beaucoup dans la production agricole, vous le savez très bien. Alors, donc, le président a promis de le faire, et si vous avez bien suivi un peu nos activités, nous sommes en train de travailler avec l'OCP, le plus grand producteur de phosphate au monde, qui est le Maroc. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place une usine de transformation de notre phosphate de Kodjari, estimée à 100 millions de tonnes pour la formulation de l'engrais pour nos producteurs. Et ça va diminuer de beaucoup
le prix d'importation des engrais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui, le dossier c'est limitant parce qu'aujourd'hui, l'usine qui n'est même pas encore fonctionnelle, je dis bien, la matière première, quand on prend un certain nombre de la composition, des composantes de la formulation de ces engrais, il y a quand même un problème parce que nous avions ici le Burkina Phosphate. Alors aujourd'hui, ce que nous entendons dire, les partenaires qui doivent accompagner à la mise en œuvre, n'est-ce pas, pour cette usine, doivent importer un certain nombre d'éléments rentrant dans la composition des engrais ailleurs qu'au Burkina, alors que nous avons du Burkina Phosphate. La question de la fertilisation de nos sols pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, en sus d'autres facteurs, monsieur le ministre, aujourd'hui, nous sommes dans le regret de constater qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui n'ont pas encore atteint le résultat souhaité par les agriculteurs. Oui, je vous félicite de reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits quand même, parce qu'on est là il y a 2 ans. Et en 2 ans, on ne construit pas une usine, vous le savez bien. Mais tous les efforts qui ont été faits, nous avons reçu les Marocains qui sont venus sur le terrain. On a prélevé notre phosphate, aller l'étudier, l'examiner pour nous sortir ses forces et ses faiblesses et comment pouvoir faire une formulation. Nous avons déjà intérêt à couper là pour bâtir une usine de transformation de nos phosphates. Nous avons déjà, au niveau de la société d'exploitation du Burkina Phosphate, acheté de nouvelles machines pour accroître la production même du phosphate au Burkina Faso. Vous avez parlé de la fertilisation des sols, mais il y a l'amendement des sols aussi que vous n'avez pas évoqué. L'amendement des sols vient du fait qu'avec le phosphate, les éléments qui manquent au sol, on peut fixer des éléments au sol pour être utiles à la plante. Oui, mais nous sommes face à un problème aujourd'hui, monsieur le ministre, parce que, vous voyez, nous rentrons déjà dans une campagne agricole qui va commencer très bientôt. Nous savons qu'avec les informations, les pluies vont être précoces. On souhaite qu'on ait une bonne pluviométrie pour la campagne à venir. Mais en attendant la mise en œuvre, le fonctionnement de ces usines, de tout ce qui est en train de faire, c'est vrai, il y a 2 ans, mais quels sont les mécanismes qui peuvent être déplacés quand on promet que l'on va baisser les prix des engrais? Malgré l'effort qui avait été consenti pour subventionner les engrais à hauteur, n'est-ce pas, de 50%, on n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Et comment va-t-on faire pour la campagne à venir avec des coûts comme ça et une quantité d'engrais subventionnés qui ne répond pas à l'attente des populations? Mais monsieur Gansouré, vous pouvez répondre vous-même à votre question. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut disponibiliser les intrants. Et des intrants de qualité. Est-ce que l'engrais qui est disponible aujourd'hui, que le gouvernement donne, est-il de qualité? Personne ne peut dire non. C'est de l'engrais de qualité. Et c'est de l'engrais subventionné en plus. Et cet engrais est destiné aux populations vulnérables. Vous le savez bien. Ce n'est pas destiné aux producteurs. C'est aux populations vulnérables que vous ciblez vous-même dans vos régions, que vous ciblez vous-même dans vos villages. Malheureusement, c'est vrai que sur les documents, on dit que le ciblage doit être fait de façon participative. Mais aujourd'hui, on constate, monsieur le ministre, nous sommes à régler de vous le dire, elle n'est pas opérationnelle. La responsabilisation des organisations professionnelles agricoles en tant que fêtières et les institutions rurales qui sont les chambres d'agriculture ne sont pas suffisamment impliqués dans l'identification des bénéficiaires. Et c'est là où le bas blesse. Parce que quand vous envoyez des intrants à l'endroit d'un public cible, sur lesquels, effectivement, qui évoluent dans une communauté, qui se connaissent, il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas la possibilité à ces organisations paysannes, à ces institutions, de participer de façon active à l'identification de ceux. Voilà, il y a aussi des faiblesses dans ça. Mais les faiblesses viennent toujours de la base. Nous avons mis un système pour cibler les populations qui doivent être bénéficiaires et le ministère de l'Agriculture au niveau central ne participe pas à cela. Les maires de communes sont impliqués, les CVD sont impliqués, et les chefs ZAT sont impliqués. Et c'est au niveau local. C'est vous qui nous dites une telle personne est vulnérable, une autre ne l'est pas. Et c'est pour cela que la responsabilité doit être à tous les niveaux. Ben, on s'y prendra pour la campagne à venir, mais monsieur le ministre, voilà, il y a des situations aujourd'hui, vous avez parlé des chenilles légionnaires, il y a eu les oiseaux granivores. Alors, aujourd'hui, le Burkina, nous avons constaté, n'a pas été proactif
dans le déploiement des produits, de l'équipement pour faire face à ces fléaux que nous vivons. Quels sont les mécanismes qui sont pris? Parce que quand même, quand on voit tout ce qui s'est passé, ça veut dire que l'année prochaine, on peut s'attendre à encore avoir un fléau pareil. Quelles sont les dispositions? N'allons pas dans ce sens. Le Burkina Faso était l'un des premiers en Afrique à réagir. Nous n'avons pas eu suffisamment de produits pour effectivement traiter. Avant que vous ne précisiez, oui. Le Burkina Faso était l'un des premiers pays en Afrique, dites-vous, à réagir rapidement à ce problème des chenilles légionnaires. Les chenilles légionnaires n'existaient pas avant. C'est en 2017 que les chenilles légionnaires ont fait un pèlerinage dans pratiquement tous les pays africains. Au niveau du Burkina Faso, nous avons eu 58 000 hectares qui ont été attaqués. 81% de ces superficies ont été traitées avec succès. 81%. Nous avons des équipes de veille. Nous avons mis dans toutes les régions, dans toutes les provinces, là où on a signalé l'apparition des chenilles légionnaires. Tout de suite, on a intervenu. Nous n'étions pas préparés à cela. Pendant ce temps, on attend donc les questions des téléspectateurs ou au téléphone ou sur notre plateforme. Je précise donc que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou en postant vos messages sur la plateforme www.presimed.bf. Une question sur la plateforme, Monsieur le ministre. On va lire ensemble. Comment assurer la liaison production-marché après tous ces efforts pour accroître la production quand la structure chargée est tout le temps confrontée à des difficultés de blocage budgétaire et aussi à la fuite des partenaires qui jadis travaillaient avec la DGPR? J'imagine que vous allez nous donner la définition. Oui, en fait, la production... On va dire merci à M. Gamsonré qui va rejoindre sa place. Monsieur le ministre. La liaison production-marché, nous travaillons effectivement à faire de cela, puisque j'avais parlé qu'il faut quand même accroître la productivité agricole, mais cette productivité va accroître les rendements et il faut justement travailler à faire en sorte que ce que nous produisions, nous puissions vraiment les transformer, nous puissions vraiment les mettre à la disposition des populations pour la consommation de ces produits et même pour l'exportation de ces produits. Nous faisons en sorte que au niveau de la direction générale de la promotion de l'économie rurale, tout ce qu'il y a comme gestion de filières agricoles, nous puissions les prendre en compte. Et aussi faire en sorte que nous puissions améliorer la qualité de nos produits pour que ce soit compétitif. Mais là, sa question est précise. Il constate qu'il y a peut-être des ruptures budgétaires, c'est-à-dire que la structure n'a pas d'argent pour payer. Oui, nous avons trouvé quand même une situation assez difficile au niveau de la DGPR et aujourd'hui, nous avons fait des efforts pour faire en sorte que cette direction puisse avoir les moyens pour agir et pleinement agir. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons déjà 4 usines de transformation de riz, de maïs, à Dédougou et un peu disséminées dans les provinces. Nous avons déjà, avec la même direction, cette année, on a lancé la construction d'une usine de transformation de tomates à 10. Si vous avez vu un peu les problèmes que les producteurs de cette région du Sourou ont avec Éloignon et la tomate, nous avons essayé à travers cette même direction de construire une usine de transformation de pommes de terre à Titao. Tous ces chantiers sont en marche. Donc, je ne sais pas comment le téléspectateur a eu l'information pour dire que les gens sont en train de fuir, mais les gens sont en train de travailler. Ça, je vous le dis, ça peut se constater. Des partenaires. On va prendre une autre question sur la plateforme. Quelle souveraineté alimentaire si les paquets technologiques ne sont pas adaptés sur le terrain? Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, les agents sur le terrain mal équipés, avec absence d'engins de déplacement. Toutes les décisions inadaptées sont prises à Ouagadougou, les agents de terrain sont oubliés. Ça doit être un agent du ce dialogue, ce discours, je le connais très bien.
Non, et il faut se dire quand même que depuis 2 ans, il y a des efforts énormes qui sont faits. Monsieur le ministre, quand vous dites qu'il y a des efforts, donnez-nous des chiffres pour qu'on sache exactement. Oui, je vais vous dire. Et les gens de terrain, aujourd'hui, il y a les CPF, les CPR plutôt. CPR, c'est quoi? Les centres de promotion rurale que nous avons réhabilités. Quand nous arrivions, ces centres n'avaient pratiquement rien. On a voté 26 milliards de francs CFA pour réhabiliter ces centres. Et dans la réhabilitation de ces centres, nous avons équipé les différents centres en matériel de bureau, en fourniture de bureau, et même que dans les formations de ces CPR, peut-être qu'on y reviendra, et nous installons ceux qui sont formés à travers ces CPR dans leur localité avec un équipement pour leur permettre d'être opérationnels. Création d'emplois directs. En 2017, nous avons 250 personnes qui ont été installées et aujourd'hui, nous sommes à 575 personnes qui sont installées à leur propre compte. Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Nous avons, l'an passé, équipé, acheté 111 motos pour justement les gens du terrain. Aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, nous sommes en train de faire un déploiement de 438 motos pour les gens du terrain. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire si on fait le calcul de ce que nous avons fait en 2 ans par rapport à ce qui a été fait avant nous. Je pense qu'il y a lieu de féliciter quand même le ministère pour avoir pris des initiatives à aller dans ce sens-là. Alors, il y a M. Alfred Poda de Bobo du Lasso qui est au téléphone. Bonsoir, M. Poda. Bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je dirais bonsoir à M. le ministre et puis beaucoup de courage pour son domaine parce que c'est un domaine pas facile, mais quand même on félicite son courage. Alors moi, ma question, je voulais savoir, depuis 2 ans, il y a un programme SAGA qui existait avant et depuis là, on ne voit plus ce programme-là. Je me dis, s'il existait, ce qu'on a eu cette année, ça ne devait pas arriver parce que les pluies se sont arrêtées du coup. On pensait que ça allait, il allait avoir un dernier pluie, mais ça n'a pas eu. Où se trouve ce programme SAGA-là alors, où on voulait savoir un peu, avoir des éclaircissements là-dessus. Alors, secondo, une deuxième question rapidement. Si maintenant on ne maîtrise plus le programme pluviométrique, alors, est-ce que ce n'était pas mieux de voir dans les régions les barrages qui existent déjà, et si, avec les pluies qui arrivent, si on a de l'eau, les contre-saisons, les cultures contre-saisons, là aussi, ça arrange beaucoup, hein. Mais si on a de l'eau, si l'autre saison est ratée, on peut rattraper avec les contre-saisons. Alors, donc, c'est 2 questions que j'avais à poser à M. le ministre. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, pour merci. Peut-être que je donnerai des informations sur l'opération SAGA, parce que cela relève du ministère de l'eau et de l'assainissement. Effectivement, l'opération SAGA jouait un rôle très important dans la pluviométrie de notre pays, mais depuis un certain temps, cela n'existe plus, parce que l'avion qui faisait l'opération est tombé en panne. Mais après ça, nous avons vu qu'en 2014, si ma mémoire est bonne, il y a eu une autre méthode de pulvériser les feuilles à partir du sol. Mais depuis ce temps, depuis 2014, ça a été la dernière opération. Ça a été un souci pour le gouvernement parce qu'en 2016-2017, on s'est dit s'il y avait ces opérations, ça allait pouvoir nous aider, ne serait-ce que le remplissage des points d'eau. Parce que nous savons que souvent, quand il manque la pluie, qu'on bombarde les nuages, on peut remplir au moins nos barrages et pouvoir produire en saison sèche. Ça, c'est une réalité. Alors, donc, le gouvernement a pris la question au sérieux
Et aujourd'hui, je pense que le ministère de l'eau, dans son budget, une ligne pour justement réhabiliter tout l'équipement pour faire l'opération et aussi pour la formation de ceux qui doivent utiliser ces équipements. Donc je dis juste, c'est une information que je peux donner par rapport à ça. Par rapport justement à la culture de contre-saison ou de saison sèche, oui, c'est une réalité. Et nous utilisons chaque année la culture des saisons sèches pour justement résoudre un tant soit peu les déficits que nous avons en céréales. Et cette année aussi, nous avons démultiplié notre mission de production de saison sèche parce que, bon, nous voulons réagir par rapport au déficit céréalier qui est là. Et nous avons réorienté même l'opération de saison sèche en demandant à certains producteurs, au lieu de produire beaucoup plus de légumes pour avoir des problèmes de mévente, qui produisent des céréales. Donc nous attendons dans cette saison, cette année, 50 000 tonnes de céréales, notamment en riz et en maïs. Ces opérations vont nous faciliter les choses, mais nous constatons qu'il faut aussi appuyer avec le maraîchage, puisque nous avons des jardins maraîchers que nous avons déjà équipés avec des puits maraîchers pour la production de saison sèche. Ça, ce sont des opérations qui sont faites. Nous pensons pouvoir tirer un gain par rapport à ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Alors, on va donc on a un téléspectateur au bout du fil. Monsieur Nyambré Bourema qui appelle. Bonsoir. On n'a pas monsieur Nyambré Bourema en ligne. Alors, voilà, donc on va passer à la deuxième étape donc, de cette émission, notamment avec M. Jacques Théodore Balima qui est avec nous, qui va aborder les questions hydrauliques. On va vous inviter à rejoindre notre table en face du ministre. Vous avez 10 minutes pour vos questions. Bonsoir M. Balima. Oui, bonsoir Simon Gongo. Bonsoir, Monsieur le ministre, bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Monsieur le ministre, je dois parler des espaces hydro-agricoles, notamment leur durabilité. Alors, aujourd'hui, quand on parle effectivement d'espaces hydro-agricoles, alors on voit tout de suite les infrastructures, notamment les barrages, qui, aujourd'hui, souffrent de plusieurs maux, notamment l'ensablement, dû en partie par l'installation sur les berges des producteurs. Alors, le ministère de l'eau a sa petite idée, c'est effectivement faire quitter ces producteurs-là de ces berges, les éloigner le plus du lit de ces barrages. Alors vous, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait effectivement pour ces gens qui seront délogés de ces lieux de production-là, parce que quand même on sait que leur production contribue en grande partie effectivement à la sécurité alimentaire. Oui, c'est vrai. Ces producteurs savent très bien qu'il y a une limite à ne pas franchir. On ne doit pas aller produire dans les nids des barrages. C'est quelque chose qui est pratiquement interdit par les textes. Il y a au moins une distance de 100 mètres qu'il faut respecter. Bon, ça c'est quelque chose de fondamental pour protéger nos points d'eau. Maintenant, si ces gens n'ont plus le nid de barrage pour produire, ça devient un problème social. Alors donc, ce que nous souhaitons en collaboration avec le ministère de l'eau, c'est de faire en sorte qu'on puisse diversifier les sources pour la production, la ressource en eau pour la production agricole. C'est vrai, les barrages, nous les utilisons pour la campagne sèche, pratiquement tout autour des différents barrages, pourvu qu'on respecte les limites à ne pas franchir. Ceux qu'on déguerpit, c'est ceux qui ne respectent pas les limites à ne pas franchir. Nous avons une politique pour accompagner les producteurs en saison sèche
Et cette année, nous avons à peu près 500 motopompes que une de nos directions a commandées pour accompagner, et justement avec les tubes PVC, avec les technologies de goutte à goutte, pour permettre à ce que les points d'eau que nous avons pour la production agricole puissent être exploités de façon scientifique. Donc notre mission ne se limite pas seulement à les encadrer avec des engrais, avec des intrants de qualité, mais c'est aussi de trouver la source. La ressource eau, oui, qui est primordiale. Si on n'a pas la ressource eau, on ne peut pas parler de production. Oui. Alors, ça, on le connaît bien. Monsieur le ministre, je pose bien la question parce qu'à certains endroits, ce problème devient pratiquement, j'allais dire, ça devient urgent pour même la survie de ces ressources-là. Je parle par exemple du lac Bam qui est pratiquement en train de se sécher, alors qu'il y a effectivement urgence à agir. Mais au niveau du ministère, on a l'impression que on va rapidement mais lentement à la fois. Non. Mais vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité quand même du pays. Le lac Bam est en train d'être sauvé. Vous savez bien qu'on est en train de relever le niveau de la digue pour permettre de stocker un volume important d'eau et permettre justement de produire davantage. Et vous savez bien que le Bam, dans le temps, était une province qui produit le haricot vert dont on était tous fiers et qu'on est en train de revenir. Il y a un aménagement d'au moins 500 à 1000 hectares qui seront faits au niveau du BAM. Donc on est très sensible à cette question et même que tout dernièrement le ministre de l'eau a présenté son dossier, son programme sur le désenvasement des barrages et aussi la disponibilisation des ressources en eau pour la production agricole. Nous travaillons ensemble sur ces questions-là. Donc, je me dis, tout ce qui touche au social, nous ne pouvons pas rester insensibles. Ça, c'est une question fondamentale. D'accord. Alors, oui, c'est vrai que le lac Bam était peut-être un exemple que je prenais. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir un peu ce que ce lac-là est devenu avant effectivement la décision de construire cette digue-là. Et même que, bon, avec la construction de la digue, je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres travaux qui méritent d'être menés. On a vu aussi le cas d'autres barrages dans la région de l'Est qui, effectivement, souffrent de même problème parce que les producteurs sont installés, effectivement, dans le lit de ces barrages-là. Oui. Oui. Alors, oui. Mais quand, par exemple, je suis tenté de vous demander à quand effectivement une solution carrément définitive de ce problème-là. Parce que quand on a les barrages, évidemment, beaucoup d'autres secteurs d'activité aussi se retrouvent effectivement empêchés d'être exercés. Oui, mais il faut aller étape par étape. Parce que vous savez, le coût de désenvasement des barrages est extrêmement cher. Ça coûte. Il semblerait que vaut mieux même construire un nouveau barrage que d'essayer de désenvaser un barrage. Je ne m'y connais pas trop dedans. Mais c'est une préoccupation de l'État. Et c'est une préoccupation pour le ministère de l'eau et de l'assainissement, qui est en train de faire une étude générale sur tous les barrages et qui va sortir un dossier sur lequel on va aller cas par cas. Parce que vous savez bien que nos barrages ont besoin d'être entretenus. Vous savez bien que ce problème que vous posez aujourd'hui, c'est parce qu'il a manqué de respect à certaines conditionnalités d'exploitation de ces eaux de surface. Donc il faudra un peu plus de sensibilisation pour que nous puissions prendre en compte les textes que nous prenons pour justement protéger ces ressources en eau et permettre à ce qu'on puisse les exploiter autrement. D'accord. Alors aussi bien, monsieur le ministre, une autre question, peut-être d'un autre volet, c'est concernant effectivement la pollution de nos ressources en eau. Alors on sait que quand on parle effectivement de sécurité alimentaire, on s'attend peut-être à des productions industrielles qui impliquent l'utilisation de produits chimiques, des engrais chimiques. Alors, on sait aussi que ces engrais-là, d'une manière ou d'une autre, polluent non seulement nos nappes souterraines, mais aussi les retenues d'eau en surface. Alors, est-ce qu'au niveau du ministère, peut-être des mesures assez urgentes sont prises pour effectivement résoudre ce problème-là? Oui, les mesures sont toujours prises. Il faut quand même les suivre. Nous avons fait en sorte que l'utilisation des pesticides soit
réglementé par une loi. Et ça a été en mai 2017 que nous avons fait sortir cette loi pour justement réglementer l'utilisation des pesticides, parce que nous savons que ces pesticides sont très dangereux pour tout le monde, pour la terre, le sol, pour l'animal, pour l'homme et la plante. Alors donc, nous prenons des dispositions, mais seulement nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire à quand la fin de cette situation, parce que il faut aller beaucoup plus dans la sensibilisation. Nous avons justement, après cette loi, nous avons eu avec la police et la gendarmerie arrêté des gens qui sont en train de vendre des produits non conventionnels, non homologués. Vous avez suivi tous. On a même Sauf été... que très souvent, monsieur le ministre, ce n'est pas monsieur Patartalé qui vend ce genre de produits. Non, mais c'est pas... Bon, je ne voudrais pas dire les choses, les produits, M. Marquella et M. Drago aussi, ça traverse nos frontières qui sont quand même très fragiles. Quand on saisit les produits, ce n'est pas fabriqué chez nous, mais c'est des personnes. Quand on dit, on a donné les conditions pour importer ces produits-là, l'utilisation des pesticides n'est pas interdite, mais il faut utiliser les pesticides homologués qui sont reconnus par des textes au niveau national, ou aussi des textes au niveau sous-régional. Qui sont ces gens qui importent, monsieur le ministre? Parce ce que qui est c'est une importé émission de officiellement, redevabilité, donc on s'attend à ce que vous nous dites, oui. je vous dis... Non, officiellement, on sait bien sûr ce qui... Vous avez dit que vous avez saisi, par exemple, des produits qui viennent... Oui, c'est des gens qui importent frauduleusement. Oui. Parce qu'il faut une autorisation d'importation de tout produit qui rentre dans ce pays par le ministère du Commerce. Et pour ce qui concerne des produits, les pesticides et autres, le ministère de l'Agriculture donne son avis. Et le ministère de l'Agriculture a un laboratoire pour analyser ces produits, pour savoir s'il faut les utiliser ou pas. Nous avons brûlé plein de produits qui ne sont pas homologués parce que très dangereux. Et tout produit qui entre a une notice d'utilisation qu'il faut respecter pour nous protéger nous-mêmes et protéger nos sols. Oui, bon, peut-être toujours sur cette question, on sait que sur le ministre au Burkina, on a toujours l'arsenal juridique nécessaire pour lutter même contre peut-être des fléaux qui arriveront dans 10 ans. Mais seulement souvent, le problème, c'est peut-être la mise en œuvre ou le suivi de la mise en œuvre de cet arsenal juridique-là. Alors, vous avez dit une loi a été adoptée en 2017 contre effectivement l'utilisation des pesticides, mais concrètement, comment se fera le contrôle effectivement sur le terrain? C'est vrai que vous avez dit quelques éléments ont été arrêtés, mais on sait que quand même la pratique perdure toujours. Oui, mais 2017, c'est quand? Oui, c'est même 2017. Voilà, et on est en action. Oui. On a déjà saisi beaucoup de produits. C'est une question... Beaucoup, c'est combien, par exemple, la quantité? 10 tonnes. OK. 10 tonnes de produits frauduleusement importés et dangereux. Alors, donc, vous voulez qu'on prenne des mesures aujourd'hui et qu'on arrive à résoudre le problème le même jour. Non, il faut aller... Donc, on sent pour moi qu'une action est menée sur le terrain, effectivement, parce qu'après la loi... Oui, puisque... Bon, oui. Mais c'est que peut-être... On va suivre la réponse du ministre parce que le temps qui est imparti. Donc, oui, terminez votre réponse et on prend une question sur la plateforme. Vous voulez prendre des textes aujourd'hui et tout de suite avoir les résultats. D'abord, il y a une question d'information et de sensibilisation des populations. C'est très important. Et personne ne veut utiliser des produits sachant que c'est nocif pour lui-même. Donc, le mécanisme est mis en place. Nous avons mis tout le système avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, avec les inspecteurs phytosanitaires, avec tous les acteurs du monde rural pour justement lutter contre ce fléau. C'est un fléau et nous en sommes très conscients. Je pense que nous arriverons à bout d'ici là. Merci, Monsieur Balima, d'être venu sur ce plateau échanger avec le ministre. Nous allons prendre une question sur la plateforme cette fois-ci. Je fais partie des 108 promoteurs qui ont été sélectionnés en 2013 pour l'acquisition des terres aménagées à Bagré. Paul, 5 ans sont passés, on n'a pas encore acquis les terrains. À quel moment nous allons avoir les terrains pour investir?
Votre réponse. Oui, cette question de Bagrépol, c'est vrai, il y a eu une distribution de terrain et je compte donner des informations parce que le dossier Bagrépol ne relève pas de l'agriculture. Alors, Bagrépol, il faut se dire qu'il y a des espaces qui doivent être aménagés. Et ces espaces qui doivent être aménagés, je pense qu'aujourd'hui, sur les espaces financés par la BAD, on est à peu près à 2000 hectares en aménagement. Et il y a aussi une autre zone qui est financée par la Banque mondiale, toujours en aménagement. Mais les populations de Bagrépol, sur un certain nombre de superficies, ont été réinstallées et ils exploitent leur terrain. Et je pense que ce n'est pas de cela. Ça doit être les personnes qui ont demandé beaucoup plus d'espace pour faire de l'agrobusiness. Et justement, à ce moment, nous savons qu'une grande partie des aménagements n'ont pas encore été terminés. Et je pense que c'est dû à cela. Sinon, je n'ai pas d'informations très précises. Il faut dire que Bagrépol relève du Premier ministère. Une deuxième question sur la plateforme. Monsieur Joseph Sawadogo de la boucle de Mouhoun, quelles sanctions pour les entrepreneurs défaillants dans les aménagements de plaine? Cas de la plaine du village de Mouhoun, 3 dans la commune de Poura, dont les travaux ont débuté en 2016 et abandonnés par l'entrepreneur depuis juin 2017. Quelle solution préconisez-vous pour cette plaine, monsieur le ministre? Oui, nous avons fait la situation de tout ce qu'il y a comme défaillance. Vous savez bien que la plupart de nos entrepreneurs prennent les marchés. C'est un peu récurrent. Dans tous les ministères, on a vu ces situations-là. Et c'est tout de suite résilier ces contrats et demander à ce que d'autres personnes qui ont la capacité de travailler pour nous libérer ces moyens de production. Parce que la terre, les aménagements sont des moyens de production et sans ça, nous ne pouvons pas justement atteindre nos objectifs de booster la production agricole dans notre pays. C'est un problème qui nous tient à cœur et nous gérons ces dossiers. Il y a M. Zungrana qui est au téléphone. Il est député méditant, il appelle de Ouaga. Bonsoir, M. Zungrana. Oui, bonsoir, Simon Bongo. Il s'agit de M. Yaya Zungrana que je reconnais très bien. C'est bien moi. Voilà, votre question. Bonsoir, monsieur. Moi, je reviens sur la problématique des engrais que les cotonculteurs. Monsieur le ministre nous a répondu que, selon les analyses faites par Bonasol, je crois, les engrais seraient de bonne qualité et que probablement ce serait la terre qui aurait changé, j'allais dire, de qualité entre 2016 et 2017. Ce qui est quand même surprenant parce que cela signifierait que même en 2018, l'engrais qui sera utilisé, on n'est pas sûr que la terre n'aura pas changé de qualité. Question, est-ce que c'est la même qualité d'engrais, le même type d'engrais qui a été servi aux cotonculteurs en 2016 et en 2017? Si c'est le même type d'engrais qui a été servi, est-ce que le fournisseur de 2016, de 2017 était celui de 2016? Parce qu'apparemment, je pense que c'est la raison principale du fait que nous ne sommes plus premiers producteurs africains de coton. Et le vrai problème qui est posé aujourd'hui, c'est que les producteurs sont endettés et ils n'ont pas d'argent pour rembourser la société. Alors, que faire, monsieur le ministre? Merci. Oui, merci, M. Zungrana. C'est vrai que c'est une question très pertinente à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que les engagements qui ont été pris avec la Sofitex et avec les autres sociétés de coton, c'est des engagements qui ont bilatérales entre les cotonculteurs et les sociétés cotonnières. Je pense qu'ils pourront trouver une formule d'entente et de voir comment ils vont gérer cette situation parce que ces contrats... Mais le plus urgent qu'ils soulèvent, c'est pas
forcément le remboursement, Oui. mais c'est beaucoup plus la pérennisation de la culture. Quand vous dites qu'entre 2016 et 2017, on a le même type d'engrais, mais le sol a changé. Est-ce que l'année prochaine, on est sûr que les intrants qui viendront ne viendront pas trouver d'autres types de sols qui auront changé aussi? Oui, en fait, je répondais à la question en commençant par la préoccupation des producteurs qui n'ont pas de ressources. Oui, bon, donc c'est une question qui revient très souvent et qu'on nous pose parce que à la contractualisation, on n'était pas là. Mais le problème des sols, j'ai dit, c'est ce que a été constaté. Bon, c'est un examen scientifique, hein. La formulation d'un engrais, c'est des éléments qui sont dedans. Bon, le plus courant qu'on connaît, c'est le NPK, le N, le P, le K, mais dans ces formulations, il y a des degrés de dosage. C'est peut-être ça on aurait pu augmenter le N, Monsieur Marc connaît bien les choses, bon, faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins du coton de cette zone. C'est un peu ça ce que j'ai dit. Maintenant, le Binasol a fait un constat. Le Binasol dépose son rapport. On a retenu, Monsieur le ministre, le constat parce que vous l'aviez dit en première partie. Aujourd'hui, que faire? C'est la question. Je reviens. Oui. Je réponds à votre question. Okay. Alors, le Binasol a fait un constat. Et le Binasol propose des solutions. Voilà, donnez-nous les solutions. C'est ça. Là, le Binasol, moi je vous ai dit, j'ai déjà répondu à cette question. Là, le Binasol propose de faire une cartographie des sols pour voir exactement quels sont les éléments qu'il faut renforcer dans ces sols. Pendant ce temps, la campagne, c'est dans 2 mois. Mais le problème est venu quand? La solution, c'est maintenant qu'on la cherche. S'il n'y avait pas eu ce problème des producteurs qui se sont plaints, on n'allait pas se saisir du dossier. Le ministère a fait quand même un travail pour dire qu'il faut qu'on accompagne nos producteurs pour que le prix le coton, qui est vraiment notre base économique, parce que nous exportons chaque année et nous tirons des dividendes dedans. Alors, qu'on trouve une solution. Mais le problème n'était pas connu il y a 1 mois de cela. Maintenant, il faut aller à une solution, même si ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bon, ben, qu'on prenne rapidement une solution. On a conscience du problème. Il faut trouver maintenant la solution à ce problème. Et je pense que ce dossier va avancer rapidement. Maintenant, pour permettre aux sociétés cotonnières de commander leurs engrais, je pense qu'ils ne les ont pas encore commandés. La formulation, on demande seulement de changer la formule. C'est tout. Mais maintenant, c'est pour dire à M. Zongrana que nous pourrons avoir une solution, mais il fallait d'abord qu'on diagnostique le problème pour justement trouver la solution. Monsieur Cabré nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. D'accord. Bon, je tiens d'abord féliciter Monsieur le ministre. Donc, de la manière dont il décortique, on sent vraiment que c'est un technicien à la base. Vraiment, c'est très intéressant l'émission. Voilà pourquoi je voulais lui poser seulement une seule question. À savoir, est-ce qu'à Ouagadougou, aujourd'hui, est-ce que Monsieur le ministre peut nous dire le prix d'un sac du petit mil, du sorgho et du maïs? Parce que quoi qu'on dise, qu'on parle de tout et de rien, on sait que l'économie, en tout cas, l'agriculture fait partie de l'économie, sinon même principale même, de notre économie nationale. Est-ce que Monsieur le ministre peut nous dire le prix, nous donner le prix d'un sac de petit mil, du sorgho et du maïs? Pour nous, les citoyens lambda, je pense que c'est ça qui est plus utile. Merci. Est-ce que vous connaissez le prix du mil? Oui, le prix tourne autour de 15 000 francs. Et dans nos boutiques témoins, ils sont à 10 000 francs. D'accord. Voilà. Aussi simple. Nous allons passer donc à la 3e partie de cette émission. Nous avons avec nous Monsieur Inoussa Maïga. Il est promoteur d'une web télé qui s'appelle Agri-Business TV. Il travaille dans le domaine de l'agriculture et donc il est là ce soir. On va vous inviter à vous installer et vous avez 10 minutes pour échanger avec Monsieur le ministre. Bonsoir, Inoussa Maïga. Bonsoir, M. Gongo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence ici ce soir. Alors, moi, je commencerai par dire que
il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été soulevés ce soir, mais je pense et suis convaincu que les problèmes, aussi complexes qu'ils soient, ils sont beaucoup plus faciles à résoudre une fois qu'ils s'éclatent. Le plus dur, c'est de les anticiper, imaginer le futur et essayer de les éviter. Et c'est là où moi, en tant que citoyen, j'attends le plus de vous, gouvernants, c'est-à-dire l'ambition, la vision. On dit d'ailleurs que gouverner, c'est prévoir. Oui. Alors, à ce titre, Monsieur le ministre, ce que vous pouvez nous dire dans le futur, pas demain, pas d'ici 2020, mais dans le futur que vous imaginez pour notre agriculture, comment se décide la mécanisation agricole? Alors, pour le futur comme pour le présent, nous avons une politique de booster la production agricole pour justement éliminer l'insécurité alimentaire qui semble être récurrente. Alors donc, pour cela, nous avons, comme vous l'avez dit, gouverner c'est prévoir. Tout de suite, quand nous sommes arrivés, nous avions essayé de faire en sorte que la petite mécanisation agricole puisse être boostée et accompagner les producteurs les plus vulnérables. Je vais parler de la mécanisation à partir des charrues. Et ça, c'est le présent et le futur immédiat. La traction animale. La traction animale. Et dans la traction animale, aujourd'hui, en 2016 et en 2017, nous sommes parvenus à mettre à la disposition de nos populations vulnérables 27 000 équipements de petite mécanisation. Ça, c'est des actions qui ont été faites et nous avons aussi fait... Ce sont des chiffres ou c'est la réalité? Là? Ce sont des chiffres ou c'est la réalité? Mais je donne des chiffres, c'est des choses que c'est mon travail. Peut-être le plus important pour nous permettre de comprendre 27 000 et le besoin s'élève à combien, qui permet de voir le rapport. Non, savoir les besoins sont nombreux. Combien mais nous avons pris pour décision de faire en sorte que chaque année nous puissions amener au moins 10 000 charrues aux populations qui ont besoin de ces charrues-là pour les accompagner dans la production agricole. Ça, c'est dans le cadre du programme présidentiel. Oui. Je pense qu'il a été lancé bien avant. Mais bien sûr, il faut revoir ce programme présidentiel. Au moment où on le lançait, j'étais secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Si vous ne le saviez pas. Alors, donc, c'est pour dire que ce sont des questions qui sont bonnes, qu'il faut faire perdurer, et il faut aussi accentuer dans la mise en œuvre de ces programmes-là, parce que ça aide beaucoup nos populations à pouvoir produire davantage. Et notre mission, c'est de produire davantage et justement lutter contre l'insécurité alimentaire. Oui, alors donc, je disais 27 000, nous avons disponibilisé 27 000 équipements pour les petits producteurs, et nous avons aujourd'hui disponibilisé plus de 500 motoculteurs qui ont été livrés l'année passée pour justement continuer à augmenter la production à d'autres niveaux. En novembre 2017, le président du FASO a fait une remise d'équipements agricoles à Bobo, 500 tracteurs, 100 motoculteurs, 750 motopompes. Ça, c'est une opération qui a été faite justement pour aller un peu dans la grande mécanisation. Des tracteurs équipés avec les chariots et tout. Oui. Nous avons, justement pour l'avenir, parlé de créer une usine de montage de tracteurs et de motoculteurs au Burkina Faso. 2 usines d'ici 2020, ce qui est prévu dans votre projet de société, le projet de société du MPP. Bon, le plus urgent, c'est ce qu'on a prévu pour dans les PPP et que nous avons eu l'autorisation par une loi. Oui, justement, c'est prévu 2 usines de montage de tracteurs d'ici 2020. Où vous en êtes à aujourd'hui? Nous sommes à une usine pour le moment parce que le PPP qui nous a été autorisé, nous n'avons pas construit l'usine. Mais nous avons fait les dépouillements et le dossier est prêt pour être adopté en Conseil de ministres. Ça, ce sont des actions à moyen terme. Mais justement, vous avez parlé de 2 usines. Plus nous allons rentabiliser cette usine-là, plus le besoin qui va se faire sentir, il nous faudra maintenant passer
à la deuxième usine qui pourrait être montée et qui pourrait accompagner la production agricole. Tout ça avant d'ici 2020, c'est ça? Non, pas tout ça. D'abord, l'usine qui va être montée dont les éléments sont déjà prêts. Okay. Donc clairement, dans le projet de société, il était prévu 2 usines d'ici 2020, mais aujourd'hui, on est passé maintenant à une usine. Et après, c'est pas qu'on est passé à une usine. Oui. On est en train de monter une usine. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà. Ça, la question, est-ce que la deuxième usine sera prête avant 2020? Je ne peux pas dire oui ou non. Pourtant, c'est une promesse. Non. Regardez bien vos chiffres. Si, c'est une promesse qui a été bien faite dans le projet de société de MPP. 2 usines de montage de tracteurs et de moteurs. Une usine de montage de tracteurs, une usine de production d'engrais. Il y a 2 usines. Non, je suis sûr de ce que j'ai bien lu dans votre projet de société. 2 usines de montage à installer d'ici 2020. Bon, je ne sais pas ce chiffre-là. Oui, c'est dans le projet de société de votre parti. Bon. On le fera si c'est d'accord, on avance. D'accord. Donc là, l'autre chose, c'est que je constate en fait que l'ambition derrière la mécanisation agricole, c'est vraiment toute la question d'accroître la productivité pour résoudre les questions de sécurité alimentaire. Mais moi, je pense qu'accroître la productivité doit aussi avoir comme ambition de permettre à ceux qui produisent de se mettre à l'abri du besoin. Mais ce qu'on constate dans notre pays, c'est que chaque fois qu'il y a un gain de productivité dans une filière donnée, s'ensuit la misère pour ceux qui produisent, parce qu'ils n'ont pas cette opportunité de vendre leur production à des prix rémunérateurs. En ce moment, on a des problèmes avec la tomate qui sont en train de pourrir dans les champs. Donc, est-ce que vraiment il n'y a pas un problème à notre niveau? Qu'est-ce qu'il ne faut pas revoir la chose en se disant, boostons la transformation qui va par la suite tirer la production et la mécanisation qui va avec? Est-ce qu'on ne fait pas quelque part les choses à l'envers? Non, est-ce qu'on ne peut pas dire boostons les choses ensemble? Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fait. On concentre les efforts sur la productivité. Non, attendez. Faisons l'analyse telle que nous la vivons aujourd'hui. Vous faites l'analyse par rapport au passé. Aujourd'hui, nous sommes en train de ressusciter l'usine de production de tomates à Lumbila. Ça, c'est un dossier très important du ministère du Commerce. Nous sommes en train, et je l'ai déjà dit ici, de construire une usine de transformation de la pomme de terre à Titao. Nous sommes en train de construire une usine de transformation de tomates à Di. Alors, pourquoi arrêter de faire la mécanisation globale avant de revenir à la production? On peut avancer ensemble. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Dans la pratique, ça ne semble pas tout à fait marcher ensemble, parce que autant les usines, il y a des initiatives, ces usines sont en train d'être installées, il y a quand même des difficultés qui persistent. Les usines, l'usine c'est à Di, mais ce n'est pas dans la Tapoa. Il n'y a rien qui est prévu dans la Tapoa. Non, on a prévu de pour compléter, surtout que cette usine de Lumbila dure pratiquement depuis 10 ans. Je suis d'accord avec vous. Je connais l'histoire de l'usine de Lumbila. Mais vous voyez, c'est de faire en sorte que ce qui a été déjà injecté dans cette usine ne soit pas une perte pour le Burkina Faso. Donc, il faut réhabiliter cette usine. Et je pense quand même que c'est un très bon projet de réhabiliter cette usine. Et aussi, nous avions prévu qu'en réhabilitant cette usine, il faut construire des mini-unités de transformation à Kongoussi, au BAM, et à Yako pour la transformation aussi de la tomate. Ça, ce sont des projets qu'il faut saluer. Et je pense que nous voulons aussi construire des comptoirs pour la commercialisation de ces produits, pour l'enlèvement facile de ces produits. Et il y en a 18 qui ont été prévus à travers le territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ces problèmes sont en train d'être résolus. Et bientôt, ça sera du passé, ça sera de l'histoire. En 2020, on pourra tous se mettre d'accord que c'est maintenant de l'histoire. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Nous sommes suffisamment avancés dans ces différents projets et je pense qu'en 2018 déjà, beaucoup de choses vont changer de physionomie. Merci à vous. Nous sommes égaux. Dans tous les cas, on aura l'occasion de vérifier avant 2020 pour voir si effectivement les assurances du ministre sont les bonnes. Déjà parti à dire ce qui se fait.
au lieu d'attendre 2020. Il n'y a pas de souci, on va le voir. Merci d'être venu, hein, Innocent Maïga. On va prendre une question sur la plateforme. Une question, Monsieur le ministre, dans le cadre de la mécanisation agricole, que deviennent les agents du ministère de l'Agriculture, je crois, et des aménagements hydrauliques formés sur le montage et le démontage des engins motorisés avec un financement de la Chine Taïwan? Eh bien, la plupart des agents ne sont plus au ministère, il y en a qui sont là. Et nous faisons de la mécanisation agricole, même si aujourd'hui, on a pour ambition de faire en sorte que cette mécanisation touche pratiquement tout le pays. Il a été très concret, montage, démontage. Oui. Vous savez que nous avons des tracteurs dans ce pays. Les cotonculteurs avaient commandé en 2013 300 tracteurs. Et l'État les a accompagnés dans l'acquisition de ces tracteurs. Le fer, qui est devenu aujourd'hui Sonatel, commercialise des tracteurs. Et justement, ces gens qui ont été formés, c'est eux qui entretiennent ces tracteurs aujourd'hui. Il y a le secteur privé aussi qui a des tracteurs pour lesquels les gens formés continuent à aider. Ça, c'est pas une formation qui est jetée à la poubelle. Mais seulement, nous pensons que en voulant accentuer la mécanisation agricole, il nous faudra aller plus loin. Et aller plus loin, c'est que nous avons prévu dans notre PPP de construire au moins 7 garages à travers les régions où les commandes de tracteurs seront plus nombreuses, accroître beaucoup plus le nombre de mécaniciens et pour entretenir justement ces tracteurs-là et aussi disponibiliser le matériel et les pièces de rechange. C'est un peu dans ce sens. Sinon, tout ce qui est conformation, c'est des gens qui seront utiles à notre mécanisation agricole. Alors, on va prendre une deuxième question sur la plateforme. Nous excusons auprès des téléspectateurs qui tentent de nous appeler parce qu'on a quelques petits soucis avec notre téléphone. Monsieur le ministre, Compaoré Assami des Hauts-Bassins, je voudrais avoir des réponses sur la décision de revenir sur la culture de coton BT. Pourtant, les conséquences avaient été expliquées. Les cotonculteurs sont divisés sur le sujet de revenir sur la culture du BT. Comment le ministre y compte pour rassembler les cotonculteurs? Soyez précis. Oui, c'est une question très pertinente, effectivement, quand on suit un peu l'histoire de la production du coton dans ce pays. Nous avons, en 2016, nous avons échangé longuement sur la question du BT. Et ce sont les cotonculteurs qui ont demandé à ce qu'on revienne sur le problème du BT. Nous avons rencontré toutes les sociétés cotonnières. Nous avons rencontré l'association interprofessionnelle du coton du Burkina et la décision a été prise parce que nous avons perdu la souveraineté d'occuper le premier rang de producteurs africains de coton par la qualité du coton. Ce n'est pas la quantité qui a été diminuée, mais la fibre du coton a diminué de longueur, donc le label burkinabé de coton a perdu de son niveau. Alors, comment faire? Puisque le coton ne répondant plus, ça veut dire que nous produisons à perte. Il fallait prendre une décision d'aller sans le BT. Alors, les producteurs l'ont demandé, le gouvernement a pris la décision qu'on va au coton conventionnel, et les producteurs savaient qu'en repartant au coton conventionnel, ils auront encore des traitements à multiplier pour les travaux, et ils auront encore à accroître la pénibilité de leur travail et faire en sorte que, bon, en ce moment, ils ont pris la décision que le coton BT, on le met de côté. Jusqu'à nos jours, ça a été une décision qui a été prise dans une large concertation. Il y a eu Monsanto,
il y a eu les sociétés cotonnières, il y a eu l'Union nationale des producteurs de coton, il y a eu même les producteurs en général qui ont appuyé, et il y a eu le gouvernement. Aujourd'hui, nous entendons dire que le coton BT doit revenir. Mais je pense que si on doit revenir au coton BT, il faut une large concertation et que nous puissions tous comprendre pourquoi. Et cette concertation, le gouvernement n'a pas encore invité à cette concertation. Et les producteurs de coton, je pense qu'ils ne se sont pas tous entendus sur la question. N'en parlons pas des sociétés cotonnières. Donc pour nous... Il se dit quand même qu'il y a des discussions avec une firme allemande pour travailler sur justement le retour d'un coton BT. Oui, mais nous attendons que des conclusions sortent. Le gouvernement jusque-là ne peut pas dire que notre position c'est d'aller au BT. D'accord, on va prendre M. Nyambré Bouraïman qui est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. J'ai trois questions. Monsieur le ministre, vous êtes en train de parler du problème de coton, alors que le coton, on ne peut pas faire l'alimentation avec le coton. Est-ce qu'on va attendre l'autosuffisance alimentaire avec le coton? Deuxième chose, allô? Allô? Deuxième question, on est en train de proprier les terrains de nos quatre paysans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour nous aider? Parce que si la Guadeloupe rentre dans le jeu, nos parents ne seront plus les vrais cultivateurs, ils ne seront que des paysans. Et essentiellement, est-ce qu'ils auront encore leur titre de cultivateurs pour se nourrir, ou bien ils vont disparaître sur la terre de la Guadeloupe qui seront là pour les emplois comme ouvriers? Je finis. D'abord sur la culture du coton, vous avez parlé longuement ici de la culture du coton, sauf qu'on ne s'alimente pas avec le coton. Oui, mais on exporte le coton. Ça donne des devises. Ça augmente le revenu des producteurs. On doit concentrer les efforts oui, mais sur le coton. On peut diversifier la production agricole. Il ne faut pas qu'on se concentre sur... Aujourd'hui, même dans la production céréale, vous avez entendu parler des légumineuses que nous sommes en train de promouvoir. Ça donne des devises, ça contribue à l'alimentation. Et même si on ne mange pas le coton, ça donne des devises. Et ce sont les producteurs de coton qui sont aussi les plus grands producteurs de céréales. Ça, je ne dis pas... ceux qui sont dans le domaine le savent. Donc, si on protège le coton, on protège aussi les céréales. Et je pense que ce serait nécessaire de combiner les deux que de se concentrer sur une seule production. Pendant ce temps, nous allons appeler Adama Koulibaly, qui est le vérificateur qui va venir avec nous pour nous dire comment justement cette émission s'est passée. De l'autre côté, puisqu'entre-temps on avait demandé les notes, le temps qu'il les rassemble. Alors, peut-être une question de la plateforme, le temps qu'on revienne sur que Adama Koulibaly soit prêt. Une question sur la plateforme. Alors, donc, la deuxième question, on n'avait pas répondu à M. Nyambré. Je n'ai pas entendu la question. Il parle des agro-businessmen qui prennent les terrains des petits producteurs. Non. Ça, c'est un langage qu'on entend souvent véhiculer. Mais vous savez que quand on parle... nous avons les agropoles. Le premier agropole, c'est Bagré. Vous savez un peu à peu près comment les terres sont attribuées. Il y a d'abord la petite production, c'est la production familiale. Et les personnes qui sont de la région, qui sont les villageois riverains à ces aménagements, auxquels on attribue des parcelles d'exploitation pour la production familiale. Donc on n'exproprie pas les gens. Maintenant, pour ce qui est de la production à grande échelle, nous donnons aussi des parcelles à ces grands producteurs aussi qui contribuent à l'accroissement de la production de la région.
et du pays. Et on n'exproprie pas au profit d'eux. On aménage au profit de tout le monde. Les parcelles aménagées pour les producteurs de la région, du village, ça donne encore une valeur ajoutée à leur production parce que c'est aménagé. Là, vous parlez des cas spécifiques de Bagrépole, sinon à travers le territoire, on a quand même des accaparements de terres un peu partout au profit de ceux qui se présentent comme des agro-businessmen alors que les petits producteurs sont voués pratiquement à la disparition dans les années à venir. Non, quand on parle d'accaparement des terres, je pense que c'est un langage un peu abusé. Parce que la loi aujourd'hui donne aux propriétaires terriens des droits sur leurs terres. La loi aujourd'hui donne aux propriétaires terriens des droits sur leurs terres. Personne ne peut venir prendre un terrain sans que cela ne soit vendu par les propriétaires terriens. On leur demande de prendre des attestations. Les Canaries de Dolo. Comment? Échange de terre contre les Canaries de Dolo. Bon, ça c'est les coutumes des choses. Mais c'est pour dire qu'il ils sont là, ils peuvent de valeur marchande. On demande à chacun d'avoir une attestation de propriété foncière. Si vous avez votre attestation, vous êtes propriétaire et vous pouvez vendre votre terrain si vous le voulez. Personne ne peut venir prendre votre terrain. Personne. Et généralement, les familles qui ont ces propriétés-là peuvent essayer de s'entendre pour céder une partie de leur terre. D'accord. C'est un peu ça la situation. Mais aujourd'hui, on parle d'accaparement des terrains. Ça peut être vrai à certains endroits, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à céder ce qu'il ne veut pas céder. D'accord. On donne la parole à Adama Koulibaly qui est en face de vous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Nous vous avons suivi avec intérêt, beaucoup de questions pertinentes, mais pour les différentes réponses, vous avez été un peu convaincant, notamment sur la question des engrais qui a actuellement conduit à une crise entre les producteurs et les sociétés cotonnières. Aussi, nous sommes restés sur notre soif sur les questions relatives aux actions concrètes menées par votre département sur le terrain. Donc, vous écoutez, on a l'impression que beaucoup d'engagements du président du FASO sont toujours en chantier dans le domaine agricole. Aussi, concernant le prix des engrais, il ressort que l'urée est à 12 500 francs CFA et le NPK à 17 500 francs CFA, alors que vous parliez d'une subvention qui aurait ramené les prix à 12 000 francs CFA. Donc, pour votre prestation vous aurez la parole pour réagir. Donc, pour votre prestation de ce soir, nous vous avons donné la note de 5 sur 10. Donc, il y a le public ici aussi qui vous a donné une note. Donc, la moyenne du public est de 7 sur 10, et ce qui vous fait une moyenne générale de 6 sur 10. Monsieur le ministre, pour la réaction. Oui, mais en fait, les chantiers du président ne peuvent qu'être sur le chantier. On est en chantier. Le bilan se fait en 2020. Donc, si vous dites que vous êtes un peu sur votre soif parce que tous les projets du président sont en chantier, ça c'est normal. Je ne sais pas. C'est concernant les actions concrètes. Mais les actions concrètes, oui. Nous avons fait des aménagements. On peut les voir partout. Nous avons essayé de faire en sorte que les intrants soient disponibles pour les producteurs vulnérables. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas abordé. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts, la sécurité alimentaire. Nous avons les boutiques témoins sur lesquelles nous avons travaillé pour faire en sorte que la situation dans laquelle nous sommes est déficit. Bon, dans tous les cas, ce sont des questions sur lesquelles on ne peut qu'être en chantier. Ça, c'est clair. Alors, oui, allez. Maintenant, par rapport au prix de l'anglaise, ça, c'est un détail. Le prix de l'engrais, moi j'ai dit 12 000 francs, vous dites que c'est 12 250. Ça c'est un détail. Et c'est la subvention, c'est subventionné à 50%. Ça c'est connu de tout le monde. Et le NPK à 17 500 francs CFA. Mais où est la différence? Vous parlez de 12 000, le prix à 17 500 francs CFA, monsieur le ministre. Non, vous faites erreur. Voilà le problème. Ah, je n'ai pas compris le problème. Le problème c'est que le NPK, il y a deux types d'engrais. Je comprends bien. Parce que il y a les engrais achetés
par le ministère de l'Agriculture, qui est subventionné. Et il y a aussi l'engrais qui est acheté par Taipei. Cet engrais est mis à la disposition des régions au prix de 17 000 francs CFA le sac. Et cet engrais n'est pas subventionné. Il est vendu au prix coûtant. Voilà. C'est vous qui n'avez pas la bonne information. Ce n'est pas le ministre qui donne de fausses informations. Madame Koulibaly, est-ce que la note du ministre est revue à la hausse ou bien ah non, avec la précision qui a été apportée? Non, je crois qu'elle est toujours de 6 sur 10. D'accord. Alors, je précise que cette note n'a de sens que sur la capacité du ministre à convaincre ce soir au cours de cette émission. Il n'est certainement pas question pour nous de noter l'activité du ministre sur le terrain. Nous n'avons pas cette possibilité. Mais ce soir, est-ce que le public qui est ici a été convaincu par les réponses que vous avez apportées à nos questions, aux questions qui vous ont été posées? Voici l'objectif de la note qui n'a de sens que sur ce plateau. Monsieur le ministre, pour votre dernier mot. Merci. Vous dites bien que la note est juste pour l'action de convaincre. Je remercie ceux qui ont écouté l'émission, qui ont pensé quand même apprécier le travail qui est fait sur ce plateau. En tout cas, je reste disponible pour donner plus d'informations par rapport à l'action qui se mène au niveau du ministère de l'Agriculture. Nos portes sont ouvertes pour des échanges fructueux parce que, en fait, notre action, c'est de faire en sorte que ce que nous faisons soit connu et ce que nous faisons porte fruit pour les populations pour lesquelles nous travaillons. Donc, je remercie tout un chacun, je remercie l'équipe sur le plateau ici, de dialogue citoyen, et je serai encore prêt à revenir pour vous convaincre davantage. Merci pour déjà cet engagement. Merci à tous de nous avoir suivis, au public qui a accepté venir ici, à tous les panélistes, à toute l'équipe technique, toute la coordination. Merci à tous pour votre fidélité au programme de la RTB. Le journal, c'est tout à l'heure avec Christine Koulibaly. Bonne suite de programme sur la RTB.